de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de concurrence et de prix. Comme nous le savons, la loi relative à la concurrence et au prix a été modifiée après l'adoption par l'Assemblée des représentants du peuple de nouvelles dispositions. Nous allons donc nous pencher sur les nouveautés introduites par les derniers amendements, leurs répercussions sur un domaine aussi complexe que la concurrence et les prix dans notre pays. Notre invité est Mohamed Ben Faraj, chargé de mission auprès du ministre du Commerce. Qu'apportent ces nouveaux amendements de plus pour que le cadre législatif relatif à la concurrence et au prix permette de mieux cerner un domaine qui, hélas, échappe à tout le monde, sauf à ceux qui en tirent profit, Mohamed Ben Faraj? Il s'agit là d'un amendement du texte de la loi sur la concurrence et les prix. Donc, c'est le 6e amendement qui intervient depuis l'adoption de la loi en 1991. Ce n'est pas une refonte de texte, mais c'est une amélioration. C'est des amendements. C'est des amendements, donc une amélioration du texte qui vise plusieurs objectifs, qui vise tout d'abord à renforcer un peu le cadre de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques spéculatives sur le marché, donc par là l'amélioration du niveau de protection du consommateur. Elle vise également à lutter sur certains phénomènes qui se sont accentués ces dernières années, notamment suite à la révolution, tels que le commerce parallèle, le détournement de l'usage de produits subventionnés, et aussi elle vise à améliorer le cadre, d'une façon générale, le cadre des affaires, le climat des affaires, parce que vous savez, c'est un texte qui touche à la gouvernance, au fonctionnement du marché, donc c'est un texte très important qui, de par son objet, de par aussi ses retombées, que ce soit sur les citoyens, les consommateurs et également sur les opérateurs. Et puis, il y a un volet de rapprochement de législation, surtout en matière de concurrence, avec un peu les législations à l'international et notamment les législations communautaires dans le cadre un peu de l'accord de partenariat avec l'Union européenne. Voilà, nous allons voir tout ça en détail. J'ai l'impression, depuis le 14 janvier, que les Tunisiens sont en train d'inventer l'eau chaude de nouveau. À chaque fois, on invente des lois pour la fiscalité, pour l'investissement, etc., etc. Le gros problème en Tunisie, c'est le secteur informel. Le secteur informel, aujourd'hui, fausse la concurrence du secteur formel, des entreprises, des agriculteurs, le marché, etc., tout le marché des biens et des services, ce qui fait que l'investisseur qui met ses billes pour investir, produire, employer, n'a plus envie de le faire parce qu'il y a un bonhomme juste en face qui est en train de vendre des chemises importées je ne sais pas comment, qui sont arrivées on ne sait pas comment, au nez et à la barbe des pouvoirs publics. Oui. Deuxième élément, le secteur informel est à l'origine de la fuite des liquidités. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui n'ont plus de fric, n'ont plus d'argent, parce que les opérateurs dans le secteur informel se font payer par le cash, ils ne payent pas d'impôts, elles sont au dehors du secteur bancaire, ce qui fait que les banques n'ayant pas d'argent ne peuvent pas créer, ne peuvent pas offrir de crédit, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas d'emploi, etc., etc. Enfin, le secteur informel est le premier pourvoyeur du financement du terrorisme. On ne va pas revenir là-dessus. Qu'attend l'État dans le cadre de la législation qui a toujours existé avant cette loi pour prendre le taureau par les cornes? Je pose la question. Avant de parler de loi et d'amendement. Bon, j'en conviens un peu avec le constat fait par Zitar en ce qui concerne un peu l'importance du secteur informel et se retomber un peu sur l'économie nationale et même sur la concurrence et la paix dans le pays. Bon, il est vrai que le texte de loi sur la concurrence et les prix dont on parle a comporté certaines dispositions pour renforcer la lutte contre ce phénomène, mais ce n'est pas uniquement ce texte qui
qui va résoudre tous les résoudre problèmes le problème de l'économie informelle. Notre loi, effectivement, et l'amendement concernant ce point précis qui est l'économie souterraine. Il y a un dispositif, c'est que déjà... Et que dit ce dispositif? Comment on va combattre ça, ou du moins réduire... Je reviendrai sur la façon de combattre le secteur. Donc, CETA a tout à fait raison de poser cette problématique. C'est une problématique réelle aujourd'hui un peu pour le secteur privé, pour les consommateurs également, pour la sécurité des produits et des biens qui sont commercialisés. Certains produits ne comportent pas le minimum un peu de normes et de législation, donc ça c'est vrai. Et bon, reste que c'est une problématique ancienne. C'est vrai qui a pris de l'ampleur avec un peu l'affaiblissement des structures de l'État et des structures de contrôle d'une façon générale. Bon, au niveau de ce texte, donc il y a un renforcement pour la lutte contre la commercialisation de produits dont l'origine est inconnue, donc il y a un relèvement du niveau des sanctions. C'est-à-dire lorsqu'on attrape une marchandise, des produits qui sont vendus qui sont commercialisés, l'économie souterraine et au parallèle, pas justifier l'origine. Il y a des sanctions qui, d'ailleurs, dont le niveau a été relevé jusqu'à 100 millions de dinars. Et puis, il y a même des sanctions privatives de liberté. Donc, ça, c'est une nouveauté. S'il vous plaît. Possibilité de l'emprisonnement. Je termine tout d'abord. Bon, ça, ce n'est qu'un aspect. Bon, il y a également pour les produits subventionnés pour le détournement, donc il y a un dispositif, le même dispositif, renforcement de sanctions, des sanctions pécuniaires et privatives de liberté, également la possibilité pour l'administration de suspendre l'approvisionnement des unités en question ou de changer le régime de subvention ou le régime dans lequel travaille l'entreprise. Bon, ceci sur le dispositif qui est contenu dans la nouvelle loi. Reste que, comme je le disais tout à l'heure, la lutte contre le commerce informel, c'est pas uniquement la loi sur la concurrence et les prix, il y a un arsenal juridique. Bon, il y a aussi un problème de mise en œuvre, bon, parce que l'existence d'un cadre juridique, c'est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante pour éradiquer le problème. Est-ce que vous voulez dire que peut-être il n'y a pas de coordination entre les services de l'État? Non, il y a une coordination entre les services de l'État, mais surtout après la Révolution, il y a eu un affaiblissement de structures de contrôle qui reprennent. Bon, sur cette question, tout d'abord, j'aborde la stratégie parce que la lutte contre le commerce parallèle, c'est pas chose aisée. Bon, il y a des répercussions sociales, il y a des répercussions gouvernement depuis 2014 et dans le cadre du dialogue économique. Donc, elle a préparé une stratégie globale multidimensionnelle qui comporte la dimension contrôle, le renforcement de contrôle au niveau de frontières, qui comporte également des campagnes de sensibilisation, la coordination, comme disait Sitar, entre les services de l'État, les différents services intervenants, douane, santé, commerce, tout, les sécurité, force publique, voilà. Et justice. Voilà, justice, donc, et même société civile, parce que ils ont un rôle à jouer. Bon, il y a aussi au niveau même des politiques de l'État, la politique commerciale, parce qu'aujourd'hui, bon, une partie un peu de recours à ce secteur, c'est que le droit de douane, par ailleurs, la politique commerciale, le droit de douane sur certains produits sont élevés, donc on fouille un peu le circuit organisé pour les importer à des prix qui défient toute concurrence. Donc, pour rapprocher les prix avec les pays frontaliers. Donc, il y a aussi un travail à faire au niveau du droit de douane de certains produits pour permettre au secteur organisé d'importer ces biens et d'acquitter des droits de douane raisonnables sur ces produits. Et puis, il y a la dimension développement parce qu'il faut aussi offrir des alternatives de développement aux régions frontalières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de régions au niveau des frontières qui vivent un peu de ce commerce. Il est vrai que le niveau de revenus dégagé par le secteur informel est de loin supérieur aux revenus un peu que peuvent offrir légal et formel. Tout ce qui est l'économie organisée et formelle. Quelles sont les nouveautés dans cette nouvelle loi concernant donc justement les activités légales? Pour la concurrence, ça a toujours les prix. Bon, je parle pour la concurrence. Donc, il y a un volet de perfection, d'amélioration du dispositif de la concurrence, notamment. Comment cela concrètement? Concrètement, en matière de renforcement des sanctions des pratiques anticoncurrentielles, parce que la loi de 1991, comme vous le saviez, elle a interdit tout ce qui est entente, tout ce qui est
abus de position dominante et a institué un contrôle de concentration, donc fusion, acquisition. Les sanctions aujourd'hui pour les années liées à l'international, elles étaient de 5% de chiffre d'affaires, ça a été relevé à 10% de chiffre d'affaires. Il y a des innovations en matière d'exemption, donc les exemptions pour progrès économique qui peuvent être accordés à certains accords ou formes de coopération qui sont bonnes pour améliorer le système de distribution ou pour améliorer le progrès économique d'une façon générale, tels que les contrats de franchise, tout ça qui comporte certaines restrictions à l'accès. Donc il y a de ce côté. Également au niveau de contrôle de concentration, on a renforcé le droit des entreprises via la réduction du délai pour les opérations notifiables qui étaient de 6 mois pour donner l'accord sur une opération de fusion, donc qui est réduit de moitié 3 mois. Pour les enquêtes concurrence, le délai de réponse des parties sur les observations des rapports d'enquête qui était de 1 mois, délai jugé par les avocats ou par les entreprises trop court pour formuler les observations contre les griefs reprochés aux entreprises, donc a été étendu à 2 mois. Et puis, au niveau des attributions du Conseil de la concurrence et de ses missions. Il y a eu un renforcement des missions du Conseil de la concurrence en matière consultative. Désormais, il doit donner un peu son avis sur tous les projets de loi qui affectent l'accès au marché. Auparavant, c'était uniquement pour les textes réglementaires, mais non même les projets de loi. Renforcement de l'analyse économique au niveau du Conseil de la concurrence via la revue de la composition de conseil. On a augmenté le nombre de membres de conseil de 13 à 15. Ils sont nommés par l'administration Ils sont élus les membres, ils sont bon, il y a des membres magistrats donc, qui sont proposés par l'exécutif, l'administration. Voilà, les corps de magistrature auxquels ils appartiennent, soit la magistrature judiciaire, soit administrative. Il y a des compétences qui sont choisies, donc des compétences indépendantes qui sont choisies par l'administration. Donc, généralement, est-ce que l'ODC, par exemple, est représenté généralement dans ce conseil Bon, ce conseil, la société civile, ce conseil ne comporte pas le principe de représentation parce que il y a un conflit d'intérêts entre le principe de présentation au niveau du conseil, parce que ce conseil a une double mission, une mission consultative et une mission, il est juge des pratiques anticoncurrentielles. Il juge les cas d'entente, d'abus de position dominante. Donc, c'est pas basé sur le principe de la représentation, c'est basé sur le principe de la compétence. Mais il y a des compétences qui sont choisies dans le milieu des affaires, dans le secteur, en raison de leur fait qu'ils sont exercés ou qu'ils exercent dans le secteur de l'agriculture et de l'industrie, du secteur du service, dans le domaine de la protection des consommateurs. Oui, et là, je reprends à votre... Bon, ça peut être quelqu'un de la société civile, ça peut être le consommateur est directement un spécialiste aussi de droit de la consommation. Donc, ça y est. Donc, mais c'est pas le principe de la représentation. Elle est choisie en raison de sa compétence en matière de protection de consommateurs. Donc, ou en matière juridique. Et puis, on a permis au Conseil un peu de recourir à la désignation dans les affaires qu'il enquête à des experts pour l'étude de marché, notamment. Je veux revenir sur un certain nombre de points, dont notamment celui des pratiques d'entente. Comment on peut le voir, vous êtes vous-même économiste, c'est à partir de l'alignement des prix. On sait très bien que sur le plan industriel, le prix, c'est les coûts plus les marges. Comment vous expliquez, pour des produits de grande consommation, je ne veux pas nommer, une entreprise qui est en Tunisie, qui a certaines charges, certains coûts, une autre qui se retrouve peut-être à Gabès, le produit est le même. Les charges ne sont pas les mêmes, le transport n'est pas le même, l'équipement n'est pas le même. Et comment vous expliquez que le même produit concurrent, en fait, est offert partout en Tunisie au même prix. Et vous ne pensez pas que c'est peut-être une entente? Il faut tout d'abord distinguer entre deux régimes de formation des prix. Il y a c'est pour des produits libres. Non, je suis d'accord avec vous. Je parle des prix libres. Voilà. Parce que quand les prix sont administrés, nous sommes d'accord, c'est un alignement. Oui,
général, c'est normal. Oui. Vous avez raison de dire que le parallélisme de comportement, ce que vous avez appelé la pratique du prix uniforme un peu sur certains produits, alors qu'il y a différence de coûts. Le parallélisme de comportement, c'est un indice qui doit être corroboré par d'autres preuves pour dire qu'il est le résultat d'une entente. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'État? Généralement, la loi prévoit, prévoit. Ça peut être un indice un peu, effectivement, comme vous dites, de collusion, on d'entente. la comptabilité analytique, non? Non. Ou je me trompe? Vous me laissez continuer, donc je vais essayer de répondre à cette question. C'est vrai que le coût diffère d'une entreprise à une autre, selon l'efficacité de l'entreprise, selon la productivité, selon beaucoup de paramètres aussi, la taille, la localisation géographique, ainsi de suite. Donc, normalement, il devrait y avoir différence des prix. Mais, car vous êtes économiste, vous savez que parfois aussi, il y a le suivi. On s'aligne un peu sur le leader, sur le marché. Donc, ça peut être l'uniformité des prix ou toute autre forme de parallélisme de comportement. Ça peut être le résultat d'une collusion. Donc, ça peut refléter une entente, comme ça peut être un alignement sur le leader sur le marché, parce que finalement c'est le prix d'équilibre entre l'offre et la demande, et on ne peut pas vendre à des prix, parce que les entreprises qui ne sont pas aussi compétitives que d'autres, donc ils ne peuvent pas, ou le marché ne peut pas leur permettre de vendre à des prix plus élevés, donc généralement ils s'alignent sur le leader sur le marché. Oui, ça on l'a compris, mais dans ce cas, comment lutter contre ça? Pour vérifier, en tout cas, c'est pas interdit par le droit de concurrence qu'il y ait alignement sur le plus performant ou sur le prix de marché. Ça, c'est le prix d'équilibre du marché, finalement. C'est parce que lorsqu'on parle dans ce cas, ça sert à quoi de parler de concurrence? Lorsqu'on parle de loi, où est l'intérêt l'intérêt, c'est que la concurrence ne permet pas aux entreprises qui sont non compétitives de pratiquer des prix supérieurs. Donc, ou inférieurs. Inférieur, c'est l'entreprise compétitive, donc généralement. Mais ça peut aussi, comme disait Sitar, ça peut cacher une entente. Et là, il faut ouvrir une enquête parce que... Est-ce que vous le faites? On le fait. On le fait. On a un système déjà au niveau du ministère, on a un observatoire des prix, donc on procède à des relevés dans le circuit de distribution. Et si on soupçonne que l'uniformité de prix dans un secteur cache une entente, on peut faire des investigations en profondeur pour vérifier. On le fait également lorsque les prix augmentent, parce que parfois, si les prix augmentent de 10% de manière uniforme, de manière aussi dans le même timing, alors qu'il n'y a pas eu une augmentation de coûts qui justifie ce relèvement, ce n'est pas le fruit de hasard. Ça peut être une entente. Le Conseil également... On peut toujours justifier une augmentation des prix. Hein. On peut la justifier. Quel que soit le moment. Non, on peut la justifier. Surtout dans mais si des entreprises concurrentes augmentent dans la même proportion, alors qu'il n'y a pas eu une augmentation conséquente de matières premières, on n'a pas eu d'augmentation de coûts de facteurs de production, il va falloir vérifier si c'est pas la résultance d'une pratique concertée entre ces entreprises. Et c'est là où intervient soit les services du ministère, soit les rapporteurs du Conseil de la concurrence, parce que le Conseil peut se saisir aussi Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pouvez nous donner où l'administration est intervenue lorsqu'elle a senti qu'effectivement il y avait une entente cachée là qu'on essayait de... Oui, par le temps il y a eu des enquêtes, soit ça a été fait dans le cadre des marchés publics, dans certains marchés publics pour des collectivités où il y a eu collision ou des offres de couverture. C'est un thème très particulier. C'est un marché particulier. Il y a eu des investigations aussi dans certains secteurs. Je reviens. Historiquement, on a condamné, par exemple, c'est un peu loin, mais on a condamné les banques pour alignement de la commission un peu sur l'échec. Il y a une jurisprudence, même du Conseil de la concurrence. L'affaire était passée devant le Conseil et le Conseil a condamné les banques parce qu'elles ont, par moment, dans les années 2004-2005, donc aligné un peu les frais au niveau de la chambre de compensation. Il y a eu des enquêtes un peu sur le secteur également des briques. Il y a eu pas mal d'enquêtes un peu. Pour rester dans le même registre, par exemple la téléphonie mobile, je suis désolée. Aujourd'hui, on prend il y a les appellations qui changent sur les différentes offres des 3 opérateurs et il y a un 4e là en cours d'installation, mais au final, finalement les prix ils sont les mêmes. Elle est où la concurrence?
Les prix... Ah bah oui. Bon. Voilà. Peut-être il y a une concurrence par la qualité, mais comme la qualité Oui. elle est absente, donc le problème, bon, il y a beaucoup d'offres promotionnelles un peu dans le secteur. Oui, promotionnelles, mais tout compte fait. Oui. Non, mais au final, on se retrouve avec les mêmes tarifs. Mais je vous rappelle que dans le secteur... Tu payes la même chose. Absolument. Dans le secteur de télécom, c'est un secteur où le Conseil était intervenu à plusieurs reprises. Il y a eu condamnation des opérateurs, que ce soit l'opérateur historique ou les opérateurs nouveaux. Ils sont arrivés par la suite. Il y a eu des condamnations sur certaines pratiques. Donc, il y a eu des condamnations dans le secteur des télécoms. Je voudrais revenir sur le secteur informel. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça donne? Où vous êtes? Bon, où est l'État? L'État est là déjà pour améliorer le cadre juridique qui permet, parce que un des objectifs un peu de révision de ce texte ou de pas mal d'autres textes, c'est d'améliorer aussi l'outil pour le contrôle et la surveillance de marché, donc pour la facilité de procédure de contrôle. Donc, et là, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait une stratégie ou un plan national de lutte contre le commerce parallèle, donc qui implique un peu tout le corps de contrôle et les différents ministères concernés, donc pour le renforcement de contrôle au niveau des frontières, pour le renforcement du contrôle au niveau du circuit. Ce plan a commencé à être mis en œuvre, d'autant plus qu'il a été soumis au dialogue économique. Il y a eu un peu un consensus au niveau du dialogue économique. Donc, il a commencé à être exécuté. Et bon, certes, peut-être pas parce que le phénomène est tellement ancré aujourd'hui, c'est pas d'éradiquer, c'est de réduire un peu la portée de ce phénomène à des seuils tolérables par l'économie, mais les services de l'État sont là, il y a des enquêtes qui se font, on entend tous les jours, ne serait-ce que dans la presse un peu, les opérations de saisie de tout produit et de tout genre. Je repose ma question d'une autre manière. Quelle est votre stratégie pour amener le secteur informel vers le secteur organisé? Quels sont les axes, 2, 3 axes de stratégie dans ce sens? Bon, déjà, donc il faut, comme je disais, il y a la stratégie un peu de lutte contre ce secteur. Au niveau de la loi. Ça, c'est pris. Voilà. Et il y a aussi l'insertion un peu du secteur inorganisé. Bon, ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut réserver des espaces un peu, donc au niveau des différentes, pour essayer un peu d'amener ces gens dans des espaces aménagés pour ça. Essayer tout d'abord de les initier aux procédures élémentaires un peu d'exercice pour réduire un peu et puis petit à petit mettre à niveau ces gens pour qu'ils soient dans le secteur. Et puis il y a un autre volet, si vous permettez, c'est la réduction des procédures administratives, parce qu'une partie aujourd'hui on passe au secteur informel, c'est pour éluder certaines procédures qui sont longues, et il y a tout un travail pour la réduction des procédures administratives en matière d'établissement. De quoi dispose l'administration tunisienne, y compris donc en l'occurrence surtout le ministère du Commerce, pour mettre en pratique les nouvelles dispositions, donc pour une meilleure concurrence au niveau matériel, humain? Est-ce qu'on a justement les moyens de sa politique? Bon, effectivement, une des mesures qui devrait suivre la mise donc la promulgation de ce texte, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre nécessite un certain nombre de mesures d'accompagnement, que ce soit en matière de vulgarisation du dispositif avec la société civile, pour les industriels, pour les consommateurs, et même un effort de formation aux nouvelles dispositions du corps de contrôle qui existe. Donc, et puis, ça exige, bon, aujourd'hui le ministère a un corps de contrôle un peu sur toute la République. Il est réduit avec surtout parce que bon, il n'y a pas que le commerce parallèle, il y a toute l'économie réelle, toute une panoplie un peu de missions, parce qu'il y a beaucoup de textes à faire respecter sur le marché, et ce corps doit assurer l'approvisionnement des pays, s'assurer que l'approvisionnement des pays est régulier, assurer que les prix encadrés sont respectés, que les conditions de concurrence fonctionnent bien. Donc il y a un
certain nombre de missions et de tâches qui ne cessent de s'accroître au fur et à mesure des législations qui apparaissent, et ce corps mérite un renforcement au niveau des effectifs. Est-ce que vous avez prévu des d'ailleurs, recrutements, ça a été une recommandation un peu lorsque la loi est passée devant l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu la recommandation de renforcer ce corps. Donc, il y a des renforcements, mais en fonction de besoins. Bon, vous savez, un peu en période d'austérité budgétaire. Oui. Donc, il ne faut pas lier un peu entre... Est-ce que vous comptez, par exemple, réorganiser aussi l'administration bon, de contrôle économique? Ça aussi, la réorganisation des services. C'est une organisation qui remonte quand même à des décennies en arrière. Bon, surtout un peu au niveau du ministère. Bon, c'est vrai, l'organigramme remonte aux années 2000, donc il est temps que cet organigramme soit revu. Et puis, ces dernières années, il y a eu création de pas mal d'instances. Donc, en plus de corps de contrôle du ministère, il y a un peu l'INSEE qui travaille un peu sur les questions de consommation, l'agence de métrologie, bon, le conseil de concurrence qui est une institution indépendante. Donc aussi, il y a des prérogatives en matière de contrôle, surtout concurrence ou d'initiation d'enquête via et vous la en tenez procédure. Compte, Oui, on s'informe. Bon, si le conseil, parce que s'autosaisi dans un secteur ou commence une enquête dans un secteur, on est informé pour qu'on enquête à notre secteur pour ne pas dupliquer les efforts. Oui, voilà. Donc, merci Mohamed Ben Faraj, chargé de mission auprès du ministre du Commerce. Merci Tahar El-Almi, merci à vous tous. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar El-Almi.